Bienvenue dans l'entretien de France 24. Je reçois aujourd'hui Ingrid Kragl, directrice de l'information de l'ONG Foodwatch, auteure de Manger du faux pour du vrai, les scandales de la fraude alimentaire aux éditions Robert Laffont. Une enquête fouillée sur les fraudes alimentaires en France et en Europe. Le constat est peu ragoûtant, de l'huile d'olive sans olive, des poulets gonflés à l'eau, du poivre contenant du sable, du thon avarié, foie gras et champagne falsifié. Tous les produits, toutes les enseignes sont aujourd'hui concernées. Ingrid Kragl, bonjour. Bonjour. Alors c'est la première révélation de votre ouvrage très instructif. La fraude ne touche pas que les plats préparés bon marché, mais aussi le bio, le sans gluten, les produits de luxe, bref, tous les produits, tout le monde, riche comme pauvre, est concerné. Et oui, effectivement, c'était bien l'objectif de cette enquête. On pense, depuis qu'on a été traumatisé par le scandale des fameuses lasagnes à la viande de cheval à la place du bœuf, que finalement, ce sont seulement les gens qui consomment des plats ultra transformés qui sont concernés par des magouilles, des pratiques égales. Eh bien, pas du tout, en fait. Mon enquête va du rayon fruits aux légumes, en passant par le poisson, la viande, mais aussi des produits chics et chers, des appellations protégées, des grands crus, du champagne, du foie gras. Donc oui, malheureusement, la fraude alimentaire touche tout le monde, et moi compris. Oui, vous le dites, en France, la contrefaçon concerne 9% des IGP, les indications géographiques protégées. Une épice sur deux présente des anomalies frauduleuses. 80% du thon frais sur les marchés européens serait concerné par des pratiques illégales. C'est vertigineux. Oui, en fait, tous ces chiffres, je les sors pas d'un chapeau. Je me suis plongée dans énormément de rapports, parce qu'il faut savoir que les autorités travaillent quand même sur ce sujet, parce que malheureusement, la fraude alimentaire est en croissance exponentielle depuis plusieurs années. Donc, on a des données, mais qui sont la plupart du temps, en particulier pour la France, chiffrées. Ce qui veut dire que derrière, on n'a pas, nous, citoyens, consommateurs, accès à l'information sur quels sont exactement ces produits qui sont frauduleux, ces produits contrefaits, ces produits contaminés qui ne devraient jamais finir dans nos frigos, mais qui pourtant sont mis sur le marché. C'est très difficile d'accéder à l'information, mais quand on voit l'ampleur des dégâts, et c'est le constat que je fais dans le livre, on voit bien qu'on a un problème et qu'on est forcément touché par cette fraude. On va y venir, mais c'est peut-être une précision importante à souligner, c'est que cette fraude, elle ne concerne pas uniquement les produits qui comportent un risque sanitaire. Alors, il y a effectivement deux types de fraudes, mais les fraudes qui présentent un risque pour la santé sont elles aussi en augmentation. C'est le constat que font l'OMS, Interpol, Europol, qui sont très mobilisés sur ce sujet. Il y a deux types de fraudes. Il y a celle qui va consister, par exemple, à mettre une étiquette produit français alors qu'il est simplement importé, ou faire passer pour bio un produit qui est conventionnel. Bon, là, à partir du moment où globalement, il respecte les réglementations européennes, on n'en mourra pas. Mais ça peut être plus dangereux quand on a affaire à de l'alcool contrefait, c'est-à-dire que, par exemple, il va contenir de l'antigel ou des produits qui n'ont rien à voir avec un véritable produit. Ça peut être plus compliqué aussi quand on voit que des opérateurs recourent à des pesticides complètement interdits, bannis en Europe, ou pire, des pesticides contrefaits. Donc voilà, ils jouent parfois avec la santé. Il faut quand même le dire, les fraudeurs, leur obsession, c'est pas du tout la préservation de la santé des consommateurs, c'est bel et bien le profit. Mais il n'y a pas que des fraudes qui représentent un danger pour la santé. Alors, la législation européenne est censée nous protéger. Comment expliquer un tel phénomène? Pourquoi est-il vous avez commencé à le dire, si tentant de frauder? Alors, la réglementation européenne pose le cadre, il faut le savoir. Elle dit, il est interdit de mettre sur le marché des produits qui potentiellement nuisent à la santé des consommateurs. Et il faut aussi que les opérateurs, mais aussi les autorités de contrôle dans chaque État membre, s'assurent que ce qui est vendu est conforme à la réglementation. Et ces conformités, c'est effectivement l'honnêteté sur l'étiquetage, l'absence de risque pour la santé, etc. Mais ça, c'est le cadre. Après, il faut savoir que cette responsabilité échoit aux États membres, c'est-à-dire que chaque État est responsable des contrôles et puis surtout de la politique qu'elle mène pour lutter contre ces fraudes. Et la politique la plus efficace pour lutter contre ces fraudes, c'est quoi? C'est de mettre en place une véritable prévention. On le sait, cette fraude alimentaire, elle est partout autour de nous. Les opérateurs, les fabricants, la grande distribution en sont conscients. Je le sais pour avoir fréquenté des événements professionnels où tous ces opérateurs économiques s'en inquiètent. Mais c'est bien la responsabilité des États membres, donc de nos agences de contrôle, de s'assurer finalement que cette fraude ne finit pas dans nos placards. Et elles ne le font pas.
Elles font le travail. Franchement, en France, on n'est pas les plus mal lotis sur la scène européenne, je tiens à le souligner. Mais malgré ça, en fait, on est quand même à la traîne et la lutte contre la fraude alimentaire n'est pas une priorité, alors que cette lutte contre la fraude alimentaire est une priorité à l'échelle européenne. J'en veux pour preuve qu'elle figure noir sur blanc tout en haut des priorités de la Commission européenne, qui l'a inscrit noir sur blanc dans sa stratégie de la ferme à la fourchette. Mais après, comme je vous le disais, chaque État membre est libre de décider ce qu'il met en place. Et on le voit bien chez nous, en France, c'est pas une priorité politique pour l'instant. C'est le constat que je fais en évoquant de nombreuses affaires dans le livre. On a des problèmes de personnel. Nos agences en charge de ces contrôles, d'année en année, voient leurs effectifs s'écrémer, s'alléger. On a aussi des choix politiques qui sont faits de plutôt protéger le business que l'information et l'accès à l'information des consommateurs. Vous et moi, aujourd'hui, quand un produit frauduleux est mis sur le marché, eh bien, on n'a pas accès à cette information. Et les industriels n'ont pas l'obligation de nous faire remonter cette information aussi. Et ça, c'est véritablement problématique. Oui, parce que les volumes sont conséquents, c'est le constat. Vous allez jusqu'à dire qu'en France, un pays de la gastronomie, dénoncer ces fraudes, ou en tout cas la fraude, est un tabou. Pourquoi, selon vous, ça n'est pas la bonne approche ? C'est un tabou parce que j'en veux pour preuve toutes les démarches que j'ai effectuées et l'enquête que j'ai réalisée à la fois en France mais aussi dans d'autres pays européens. Ici, on n'en parle pas. En fait, chaque fois qu'on veut aborder le sujet, c'est circuler, il n'y a rien à voir, on gère, alors que ça se passe différemment dans d'autres pays. Je pense à l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et même le Danemark, où on a créé des unités spécialisées de lutte contre la fraude alimentaire. Puisque les effectifs sont minces et que la probabilité de se faire attraper quand on met sur le marché des faux aliments ou des produits frauduleux, puisque cette possibilité de se faire attraper est très très mince, eh bien il faut savoir que les fraudeurs en profitent. Et donc dès lors qu'on met pas en place une véritable politique proactive, préventive, eh bien les fraudeurs en profitent. En France, en fait, cette lutte est très éparpillée et on n'a pas d'unité spécialisée pour lutter contre ce phénomène. Oui, le jeu en vaut la chandelle, dites-vous. Qui sont les fraudeurs et en quoi l'agroalimentaire se prête-t-elle aux activités criminelles, à ce qu'on appelle en Italie l'agromafia ? Alors, je vais répondre en deux temps. Les fraudeurs, en fait, ça peut tout à fait être un petit commerçant qui décide de mélanger quelques centaines de kilos de viande contaminée qui devrait être impropre à la consommation, mais qui finalement il se dit bon, je vais les mélanger et ça va passer crème, et qui le commercialise quand même. Donc ça peut être un acte tout à fait isolé, mais il faut le savoir, il y a de plus en plus de réseaux de criminalité organisée qui se sont mis sur ce créneau de la fraude alimentaire, parce qu'en fait les aliments finalement ça ne ressemble pas à des produits illégaux comme ça pourrait être le cas par exemple pour le trafic de drogue. Donc en fait ce business est très très juteux et la contrefaçon en fait profite puisqu'il y a peu de chances de se faire attraper, et aussi parce que les fraudeurs sont de plus en plus éduqués, il faut le savoir, et ce sont les directeurs d'Interpol et Europol qui le disent. Il est de plus en plus difficile de débusquer cette fraude qui pourtant se retrouve dans les supermarchés du monde entier. Pourquoi ? Parce que les fraudeurs sont très éduqués. Ils connaissent les lois, ils envoient... Les mafieux, par exemple, italiens, envoient les nouvelles générations dans les grandes écoles, notamment en sciences économiques anglo-saxonnes, pour réussir à contourner tous ces marchés. Donc voilà, il est de plus en plus difficile de les débusquer. Et puis surtout, leurs techniques sont complexes, affûtées. Ils se sont bien sûr mis sur le web, où ils peuvent aussi écouler leurs marchandises frauduleuses. Donc voilà, c'est un juste business. Alors vous le dites, Internet, la mondialisation, tout cela augmente les risques de fraude, mais il y a aussi le changement climatique, les catastrophes naturelles et les épidémies comme celles que nous connaissons actuellement. C'est vrai, en fait, de manière générale, on constate, les différents experts s'accordent sur ça, que toute crise, en fait, favorise malheureusement, crée des opportunités de fraude alimentaire. Si je prends par exemple la pandémie, qu'on est en train de vivre là, elle a eu un impact clairement sur les contrôles alimentaires. En France, par exemple, au début de la pandémie, tous nos contrôleurs étaient en télétravail. Donc, il n'y avait pas de contrôle physique dans les entreprises. C'était par ordinateur, documentairement, c'était partout pareil. En fait, les agents en charge des contrôles étaient mobilisés sur d'autres choses. Vous le savez, ils ont débusqué des faux gels hydroalcooliques, des faux masques, etc. Donc, la priorité n'était pas du tout de traquer les fraudes alimentaires. Et les fraudeurs le savent. Donc, ils en ont profité. De la même manière, de nombreux industriels m'ont dit que, en fait, quand leur chaîne d'approvisionnement est longue et qu'ils font venir des denrées de très loin, eh bien, à cause de l'interdiction de voyager liée au Covid, ils n'ont pas pu aller auditer
leur fournisseur à l'autre bout du monde. Et là aussi, les fraudeurs en profitent et donc refourguent des produits de sous-qualité, voire des faux produits, voire des mélanges en fait sans que les industriels aient pu contrôler. Donc oui, malheureusement, la pandémie a créé des nouvelles. Alors, si le consommateur est démuni, à vous entendre, très rapidement, que faire pour lutter efficacement contre la fraude et sa récidive ? Alors c'est vrai que c'est difficile pour le consommateur et moi-même qui suis pas mal aguerrie à la lecture des étiquettes et qui connaît un petit peu les réseaux et comment ça se passe, en fait malheureusement vous et moi on est incapable de déceler une fraude à l'œil nu, rien ne ressemble plus à un faux aliment qu'un faux aliment, donc c'est pas possible de les débusquer à l'œil nu. Donc ce qu'il faut c'est une véritable volonté politique. Chez Foodwatch on se bat pour que déjà ça devienne un sujet, qu'on arrête d'en faire un tabou, qu'on arrête de mettre le couvercle sur la marmite et refuser de le regarder droit dans les yeux. On a un problème, c'est le constat de mon enquête. Merci beaucoup, c'est le message. On a un problème. Je rappelle le titre de votre enquête, Manger du faux pour du vrai, les scandales de la fraude alimentaire aux éditions Robert Laffont. Et je rappelle aussi que la pétition pour plus de transparence peut toujours être signée sur le site de foodwatch.org. Près de 25 000 personnes l'ont déjà signée. Merci beaucoup à vous, Ingrid Kragle, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'information continue sur France 24.